Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce premier épisode consacré à une initiation à l'astrophotographie du ciel profond avec un appareil photo numérique sur un télescope. En effet, si la photo de la Lune ne pose pas véritablement de difficultés parce qu'elle est très lumineuse et qu'on peut donc faire une pause suffisamment courte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une monture motorisée, quand il s'agit de photographier le ciel profond, on va aller chercher à photographier des choses extrêmement peu lumineuses. Donc il est nécessaire de faire des temps de pause assez longs et il est nécessaire donc d'avoir une monture qui va compenser la rotation de la Terre et donc la rotation apparente du ciel devant nous. Et pour ça, bien évidemment, il est nécessaire d'avoir une préparation un peu plus rigoureuse de l'instrument que pour la seule observation. En revanche, nous allons pouvoir observer des détails absolument indiscernables à l'œil. Avec un appareil photo numérique, on va faire des pauses beaucoup plus longues et donc en conséquence, on va forcément capter beaucoup plus de lumière. Il existe à mon sens 7 risques de foirer vos photos, que ce soit d'une image trop lumineuse, une image bougée, etc., etc. Et donc je vais vous expliquer finalement les 10 étapes de vos prises de vue de façon au final à faire des photos correctes sur la carte mémoire de votre appareil photo numérique, ce qui nous permettra ensuite de faire un traitement et de révéler tous ces détails que vous cherchez à voir, des nébuleuses, des galaxies que vous aimez. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors je vous propose pour commencer de parler de ces 7 risques. En fait, c'est assez simple. Le premier risque, c'est d'avoir des lumières parasites qui rentrent dans l'instrument, c'est d'avoir une image qui soit complètement cramée parce que vous avez la pollution lumineuse par exemple, ou c'est soit bien évidemment une image qui serait voilée par de la rosée sur un objectif d'appareil photo numérique, une lunette astronomique, un télescope Schmidt-Cassegrain ou un télescope Maksutov. Le deuxième série de risques, c'est bien évidemment une image bougée à cause du vent ou une image filée à cause d'une mise en station qui soit insuffisante sur la monture ou d'une monture qui soit finalement insuffisante par rapport à l'instrument et à la focale que nous allons utiliser. Troisième catégorie de risques, c'est les problématiques de collimation et les problématiques de mise au point qui feraient finalement que vos étoiles ne soient pas correctement piquées sur donc votre image. Et enfin, le dernier risque qui est évident, c'est une image qui soit bruitée, tout simplement parce qu'un capteur d'appareil photo numérique, vous savez très bien, on a coutume de le dire, quand on monte en ISO, l'image est bruitée. C'est bien évidemment valable en photo de jour. En astrophotographie, on va s'apercevoir vite fait que plus on allonge les temps de pause, moindre sera le bruit pour finalement une image donnée. Et en fait, toute la clé réside ici. Plus le temps de pause global de la prise de vue de notre objet est longue, moindre sera le bruit. Le seul problème, c'est qu'il y a des limitations. C'est lié justement au suivi de la monture. On a le risque de bouger. C'est lié également à une image trop lumineuse à cause notamment de la pollution lumineuse. Donc on va essayer justement de trouver les réglages adaptés par rapport à ça. Donc pour nous préserver des premiers risques déjà de la première catégorie, on va se protéger du vent. Je vous conseille par exemple une bâche comme celle-ci, ça m'aide quand je suis sur un balcon, mais ça m'aide aussi à me protéger des lumières parasites. Si vous êtes dans un jardin, essayez de vous mettre quand même avec quelque chose derrière votre dos. Je pense par exemple à un mur, à une maison, éventuellement des arbres, ça viendra éventuellement couper un petit peu le vent. Vous vous orientez plutôt en direction du sud puisque les objets sont au plus haut quand ils sont sur l'axe nord-sud, c'est le transit au méridien, et bien évidemment veillez quand même à avoir accès à l'étoile polaire pour faire votre mise en station. Il est possible d'en faire sans, mais ça c'est pour plus tard. Le risque suivant, c'est d'avoir de la rosée sur l'objectif de votre appareil photo, de votre lunette ou sur les lames correctrices de votre instrument. Et donc pour ça, on utilise ce genre de jupe chauffante. Ça existe, y compris pour les télescopes de grand diamètre.
Donc ça, c'est les protections actives. Bien sûr, il vous faudra une bonne alimentation, ce qui me permet de dire également que si vous êtes en plein hiver, sachez que les batteries ont beaucoup moins d'autonomie, carrément 3 fois moins d'autonomie qu'en plein été. Donc, par exemple, l'appareil photo numérique, alimentez-le avec une fausse batterie et si possible du 220 volts. Donc ça, vous le mettez sur votre objectif et ça viendra clairement vous préserver de la rosée. J'ai fait vraiment l'expérience de façon évidente cet été. Vous pouvez éventuellement adopter une protection passive. Sur tous les télescopes, généralement Maksutov ou Newton, on utilise par exemple à l'avant de cet instrument une grande jupe supérieure à partir par exemple d'un tapis de sol, si possible noir bien évidemment. Et là, ça va éviter justement de perdre trop vite la chaleur donc de votre objectif, puisque le principe de la rosée, c'est que dès qu'une surface se retrouve à une température inférieure au point de rosée qui dépend de l'humidité et de la pression atmosphérique, et bien à ce moment-là, l'humidité se condense, ça nous fait des perles de gouttes d'eau. Et le problème, c'est que bien évidemment, c'est très difficile à retirer correctement sans faire de traces. En réalité, ça ne se retire pas, il suffit de chauffer la surface. Mais là, bien évidemment, c'est un petit peu le problème. Donc on va essayer de ralentir le refroidissement de votre instrument, et pourtant il faut dans le sens inverse avoir un instrument qui soit bien à température. Donc sachez sentir les risques d'avoir de la rosée qui apparaît, par exemple sur le pare-brise de votre voiture, sur les tôles en métal de votre voiture. Dès que vous voyez que vous avez un début de rosée, et bien par exemple mettez une couverture de survie, essayez d'isoler l'instrument. Sachez que toutes les pièces en métal de votre instrument vont perdre leur chaleur très rapidement au contact de l'air, puisqu'il y a de la conduction thermique. Et donc moi j'ai ce genre de petite jupe par exemple que je viendrai mettre sur le correcteur de coma pour éviter qu'il ne se refroidisse trop vite. Moi, j'ai déjà eu de la rosée à l'intérieur de l'instrument, pourtant bien isolé, hein, à l'intérieur de l'instrument, en fait, sur donc, le filtre contre la pollution lumineuse qui était à l'intérieur, tout simplement parce que l'ensemble s'était refroidi en deçà du point de rosée. Continuons maintenant avec bien évidemment un point fondamental, il s'agit de la mise en station. Bien évidemment, quand on fait de l'astrophotographie, on ne fait pas une mise en station au pifomètre. La boussole et puis vaguement la latitude, c'est absolument pas suffisant. On commence par utiliser un niveau à bulle précis. Celui-ci est déjà franchement assez précis. Ou carrément les grandes règles donc de maçonnerie et que vous mettez sur les 3 axes de votre monture. Et ensuite, vous faites une mise en station au minimum avec un chercheur polaire. La mise en station ne se fait donc pas à la boussole ou au rapporteur comme on peut le faire et comme ça pourrait être suffisant en visuel. Ça vous aidera dans un premier temps, bien sûr, mais on fait une mise en station précise. Il existe pas mal d'autres méthodes, on en parlera dans un épisode d'approfondissement. Une fois que votre mise en station est bien faite, vous allez faire la collimation si votre télescope est un télescope de type Newton. Alors, je vais vous le dire clairement, là aussi, la mise en station, la collimation, il faut la faire de façon précise. Le coup du bouchon percé avec un trou de 2 mm, c'est absolument insuffisant pour faire une collimation précise. Vous pouvez adopter un Cheshire avec un réticule, mais prenez un Cheshire long pour avoir un peu plus de précision. Le collimateur laser, ça marche très bien. Par contre, un collimateur laser doit être bien réglé. Vous avez un tutoriel sur la chaîne pour régler tous ces no-name là. C'est pas si compliqué que ça. Et apparemment, pour les témoignages que j'en ai reçus, il y en a pas mal qui ont sauvé leur collimateur laser comme ça. Moi, j'utilise le collimateur laser de chez Otech. D'une part parce qu'il est très précis. L'autre chose, bien sûr, c'est que ce collimateur laser, je le mets sur un adaptateur. Vous avez un tutoriel sur la chaîne également. Et en fait, cet adaptateur, je vais l'utiliser par 3 fois à 120 degrés sur la baïonnette qui va accueillir mon appareil photo numérique. Ça va me permettre de trouver véritablement l'axe, enfin l'orthogonale au plan focal finalement, enfin au plan de la baïonnette de mon appareil photo et donc forcément au plan du capteur. Comprenez bien que si la lumière arrive d'oblique sur votre capteur, eh bien vous allez avoir une partie qui va être en intrafocale, une autre partie qui va être en extrafocale. Votre photo ne va pas être nette. Donc là, bien sûr, le réglage notamment de la hauteur du miroir secondaire est fondamental et c'est pour ça qu'on n'utilise pas le coup du bouchon percé.
avec un collimateur laser, et je vous promets pour bientôt un épisode précis sur la collimation d'un télescope de Newton, eh bien on peut contrôler l'aller et le retour du laser sur le miroir secondaire, et ça aide considérablement à améliorer la qualité de la collimation. Voici maintenant venu le moment de mettre votre appareil photo numérique sur l'instrument. Alors là, on va avoir le serpent qui se mord un petit peu la queue. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'une étoile brillante pour faire la mise au point, et de l'autre côté, on va avoir besoin de viser notre cible, et le problème c'est qu'il n'est pas toujours facile de la voir à travers le verre de visée par exemple d'un appareil photo réflexe. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez un oculaire, vous visez votre cible et vous repérez les positions sur les cercles de coordonnées de votre monture. Vous laissez bien évidemment la motorisation en marche, et là à ce moment là vous allez sur votre étoile brillante et on va faire le réglage de la mise au point. Et comme vous avez mémorisé la position sur les cercles de coordonnées, vous pouvez y revenir. Si votre monture est GoTo, c'est encore plus facile, vous utiliserez le GoTo après. Là-dessus, vous avez plusieurs adaptateurs sur le marché. Il y a tellement finalement de configurations et de combinaisons pour mettre un appareil photo numérique sur un télescope, j'ai demandé à Astronico de nous faire un épisode sur le sujet dédié, dans lequel il va vous montrer tous les différents types de montage, que ce soit sur une lunette, que ce soit sur un télescope, parce qu'il y a des fois où vous avez des montages vissés, je pense notamment au Schmidt-Cassegrain chez Celestron, ou des montages avec des adaptateurs spécifiques aux lunettes, par exemple sur une 80 ED, et des fois où vous allez avoir des montages plus standards. Donc le cas général quand même, quand on débute, c'est un adaptateur 3175 vers M42, ce qu'on appelle T2, et ensuite une bague T ou T2 qui se visse, donc avec une baïonnette qui se met sur l'appareil photo. Vous pouvez avoir cette fois un adaptateur 2 pouces, donc 50,8 mm vers M48 cette fois, 48 mm de pas de vis extérieure, et une bague M48 vers la baïonnette de votre appareil photo numérique. Et un montage quand même à considérer, c'est celui d'utiliser un correcteur de coma ou un correcteur réducteur de focale. Ces correcteurs seront également aplanisseurs. Et donc ils viseront à ce que les quatre coins de l'image soient bien évidemment propres en termes de ponctualité des étoiles. Donc là vous avez le RCC de chez Baader qui permet en plus de ça un autoguidage hors axe, ça on en parlera dans le perfectionnement. Là aussi on retrouve du coup finalement une bague soit M42 vers baïonnette, soit M48 vers baïonnette, ça dépend du format de votre correcteur. N'oubliez pas qu'en réalité, toutes les formules optiques, à un moment donné, commencent à avoir des aberrations à mesure qu'on s'éloigne de l'axe optique, et donc les correcteurs sont assez vite à considérer quand vous faites de l'astrophotographie. Je pense à tous ceux qui ont acheté un télescope de Newton, le correcteur de coma va devenir très très vite indispensable, vous le verrez très très vite sur vos étoiles. Et donc à partir de là, ça va être le moment de décider de mettre éventuellement un filtre contre la pollution lumineuse, parce qu'il va affecter la mise au point derrière, donc c'est maintenant qu'on le met. Donc vous pouvez le visser à l'entrée du correcteur de coma, certains existent en EOS clip, ils se mettent directement dans le boîtier, ou bien évidemment, déjà dans un premier temps, et bien tout simplement en entrée de la bague, de l'adaptateur en 2 pouces. Et donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir limiter la pollution lumineuse vis-à-vis de votre capteur. Nous allons à présent mettre notre appareil photo sur notre télescope. Alors là, il y a un geste à penser systématiquement, c'est à contrôler au minimum l'absence de poussière, par exemple avec votre lampe frontale. Pensez aux copains quand même. Mais sinon, vous avez un tutoriel sur la chaîne et on utilise ce kit avec une palette et avec une petite fiole d'un produit un peu alcoolique qui s'évaporera assez vite, alors on n'en met pas trop quand même, qui vous permettra de supprimer les poussières. Évitez de souffler dedans parce que vous avez des cellules dans la salive, et donc on va pouvoir mettre notre appareil photo. Pour les tout petits capteurs comme les caméras planétaires, il existe ce genre de petit stylo avec une petite feutrine spéciale pour les nettoyer. J'en avais pas parlé en fait à l'époque, et donc pour ceux qui font de la photo planétaire, ça peut être utile. Et donc après avoir fait ce contrôle, vous mettez bien sûr votre appareil photo sur la baïonnette, donc sur votre télescope. Alors pensez à un truc tout bête, au moins dans un premier temps, quand vous ne connaissez pas trop votre instrument, mettez-le par rapport à l'axe Est-Ouest. Ça c'est quand même assez important et assez utile. La raison elle est simple, donc vous allez l'identifier à partir d'une étoile brillante en faisant un mouvement Est-Ouest sur votre monture. La raison elle en est simple, c'est que ça nous servira après derrière pour des contrôles. Voilà, de bien repérer, c'est plus facile mentalement. Et généralement, quand je présente une photo, j'aime bien qu'elle soit présentée avec le nord en haut, c'est toujours un peu plus facile pour reconnaître l'objet. Nous allons à présent devoir faire la mise au point. La mise en point en astrophoto,
il est impératif qu'elle soit faite rigoureusement. Donc pour ça, vous utilisez un masque de Bahtinov. Ça se vend dans le marché, ça coûte pas forcément trop cher, attention, il y en a qui peuvent coûter très cher. Il y a un petit système de fixation avec des espèces de caoutchouc là, et en fait c'est en fonction du diamètre extérieur de l'entrée de votre télescope que l'on choisit le modèle que vous allez devoir utiliser. Donc vous ne vous faites pas avoir, c'est pas le diamètre utile de l'instrument. Et en fait, vous venez le placer en entrée de votre instrument. Pensez à le mettre toujours dans le même sens parce qu'il va résonner de façon différente. Donc le mien, il est conçu spécifiquement pour mon télescope. Ça peut se fabriquer soi-même à l'imprimante 3D ou avec une feuille de classeur. Et donc là, je mets mon masque de Bahtinov sur l'instrument. Vous allez alors pouvoir viser une étoile brillante et vous allez voir 2 traits et un troisième qui va éventuellement qui va se balader en fonction de la mise au point. Donc vous faites votre mise au point la plus précisément possible, c'est-à-dire que les 3 traits doivent se superposer au même niveau. Ces traits, en fait, ils sont tout simplement causés par ces traits, c'est un réseau de diffraction en réalité, et donc ces traits-là vont vous servir à faire le repérage de votre mise au point. Ça fonctionne de façon très efficace. Il existe d'autres méthodes bien sûr pour le faire, mais on en parlera dans l'épisode donc d'approfondissement. La mise au point, vous la faites donc sur une étoile brillante. Vous pouvez la faire au live view. Ça marche, ça dépend des boîtiers. Sinon, vous faites une photo de quelques secondes, de 5 secondes, peut-être 10 secondes. Ça dépendra aussi de la luminosité de l'étoile. Et l'objectif, c'est que ce soit bien précis. Une chose importante à dire à propos de la mise au point, c'est que la mise au point dépend de la température. C'est pour ça qu'il va falloir avoir sorti votre instrument quand même un petit peu en avance et en même temps pas trop en avance à cause du risque de rosée. Vous voyez, c'est toujours un petit surf. Un télescope bien à température va être plus précis sur la mise au point, tout simplement parce que la longueur focale notamment de votre optique va, en tout cas sur les newtons, elle diminue avec la température. Pour les lunettes, je ne sais pas dans quel sens ça va évoluer. Et puis globalement, il y a toute la structure de l'instrument qui se contracte avec l'abaissement de la température. Donc pensez à faire ce contrôle-là, surtout en début de soirée, surtout en été, à faire ce contrôle-là toutes les demi-heures ou au maximum toutes les heures. Il y a vraiment un piège à ce niveau-là de commencer à avoir des photos bien mises au point et puis au fur et à mesure ça devient de plus en plus flou. Une fois que vous avez fait votre mise au point, pensez à retirer le masque de Bahtinov, c'est fondamental parce que sinon vous allez foirer vos photos. Vous allez devoir viser maintenant votre cible, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, le serpent qui se mord la queue, et comme vous avez repéré les cercles de coordonnées par exemple, vous allez y retourner, sinon vous utilisez le live view ou le go-to d'un instrument, de votre monture. Là-dessus, vous allez faire une première photo de contrôle. Alors pour ça, il y a quand même une clé qui est hyper fondamentale, c'est le déclencheur filaire. C'est obligatoire, à la seule exception d'avoir un programme directement dans le boîtier. Certains constructeurs le proposent, sinon ça peut se télécharger sous forme de software à télécharger dans le boîtier. Ça dépendra donc bien sûr du type de boîtier. Et donc vous mettez votre petite commande sur l'appareil photo et là vous allez pouvoir déclencher vos prises de vue. Faites une première prise de vue. Alors vous allez vous mettre au format RAW, éventuellement RAW plus JPEG. La vraie balance des blancs qui fait foi, c'est la balance des blancs Sony. On en parlera dans un épisode d'approfondissement, mais néanmoins, si vous voulez faire juste une seule photo, vous pouvez vous mettre en incandescent quand vous êtes en ville pour avoir une photo plutôt bleutée qu'une photo marron. Mais la balance des blancs qui fait foi, c'est quand même la balance des blancs du soleil. Vous allez faire une photo de 30 secondes de pause avec une sensibilité, je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique. Il vaut ce qu'il vaut, c'est peut-être discutable, mais je pense que c'est quand même pas mal comme base. Si votre boîtier fait 10 millions de pixels, comme le Canon EOS 40D, eh bien vous sélectionnez 800 ISO. À partir de 12 millions de pixels, comme le 450D par exemple, vous pouvez passer à 1600 ISO. Sur les boîtiers les plus récents, dont la sensibilité proposée par le constructeur monte par exemple à 20 000 ISO, là vous pouvez éventuellement monter à 3200 ISO, mais vous n'êtes pas obligé. Les Sony Alpha 7 et éventuellement Alpha 6000, 6500, 6600, là je les connais moins, mais les Alpha 7 c'est particulier. Ils ont 2 étages d'ampli. Le Sony Alpha 7S, vous l'utilisez au moins 2000, mais plutôt 3200 ISO. Le 7R2, vous l'utilisez à 640. Pour les autres, je ne sais pas vous dire. Un jour ou l'autre, je vous ferai un épisode vraiment sur cette question-là de comment choisir véritablement la sensibilité ISO la meilleure pour votre boîtier.
Mais globalement, si vous adoptez cette technique-là, vous n'êtes pas loin de la vérité. Une photo de 30 secondes, en veillant à ne pas trop tirer sur le câble, bien évidemment. Donc attendez que la monture soit stabilisée, faites votre photo. Et là, on va contrôler notre photo et elle va nous donner des indications très précieuses. Première chose, si la photo est trop blanche, complètement blanche, bah peut-être il aurait fallu mettre un filtre contre la pollution lumineuse. Peut-être qu'il y a une grosse lumière parasite qui rentre dans le tube, vérifiez quand même. Par contre, c'est peut-être la sensibilité ISO qui est trop élevée ou le temps de pause qui est trop long. Par contre, à partir du moment où vous voyez les étoiles, on va se baser sur la forme des étoiles. Si vos étoiles font un trait horizontal comme ça, donc qui correspond à l'axe ascension droite, c'est pour ça que je vous parlais du cadrage de l'appareil, là à ce moment-là, ça peut vous indiquer deux choses. Soit la monture est arrêtée, et que la motorisation ne suit pas, ça peut arriver, hein. Ou que c'est pas connecté au moteur, tout bête. Soit c'est l'erreur périodique. Pourquoi? Parce que votre monture, elle a des pignons et il y a des avances et des retards. Donc quand vous êtes en avance, bah, l'étoile elle chasse un peu à gauche, entre guillemets, et quand vous êtes en retard, et ben, elle chasse un petit peu à droite. Et donc ça fait des oscillations comme ça. Si je prends pourtant un objectif pas lourd, mais un objectif de 500 mm de focale sur la Star Adventurer, j'ai des traits systématiques sur les photos et je sais que c'est à cause de ça. Par contre, si je suis à 135 de focale, avec un objectif qui fait le même poids, j'ai aucun problème. Donc ça, c'est une indication. Deuxième indication, si votre trait est soit en diagonale, soit carrément orthogonal, finalement, à l'axe droite-gauche de votre appareil photo, là, c'est la mise en station qui est pas bonne. Donc reprenez la mise en station avec plus de précision et normalement vous devriez arriver à éviter cette dérive qui monte vers le haut ou vers le bas. Je vous renvoie à mon tutoriel sur la mise en station d'un télescope sur un balcon parce que ça vous explique justement la problématique de ces dérives verticales. C'est la méthode du bigourdan en fait, et donc ça peut être intéressant de comprendre en tout cas quel est l'impact d'une mise en station mal faite. À partir du moment où du coup vos étoiles sont correctement ponctuelles, alors après ça peut être bougé dans tous les sens à cause du vent, diminuer le temps de pause. Là, il n'y a pas photo. Essayez de plus vous protéger. Vous avez vu qu'à Saint-Véran, je mettais carrément des panneaux de porte de partout autour de moi pour essayer de me protéger au maximum du vent. Une fois que vous êtes prêt à lancer votre série, contrôlez quand même votre cadrage pour être certain que ce soit voilà, le cadrage qui vous va bien. Je vous conseille les applications Sky Safari Plus, voire Sky Safari Pro, qui sont vraiment bien parce que vous pouvez mettre votre appareil photo numérique et mettre les caractéristiques de votre instrument et vous avez le cadrage qui s'affiche directement à l'écran. Donc ça permet, avec le contour des nébuleuses, etc., de repérer votre cadrage. Et maintenant, nous allons lancer finalement une série en rafale. Donc mettez l'appareil photo en rafale avec votre déclencheur filaire. Vous avez un système de verrouillage et vous lancez les pauses et là à ce moment-là vous êtes parti pour 20 minutes, une demi-heure, voire 40 minutes. En fait le plus c'est le mieux. Par contre faites un contrôle régulier du cadrage parce qu'il pourrait y avoir une dérive, en particulier avec des moteurs un peu d'entrée de gamme, les moteurs EQ1, EQ2, des choses comme ça. Faites quand même quelques contrôles au début quand vous ne connaissez pas trop votre matériel. Après plus vous aurez confiance, vous laisserez pendant un certain temps. Alors je pense qu'il est important de dire et d'expliquer que nos 60 photos, si vous faites une demi-heure par pause de 30 secondes, nos 60 photos ne sont pas identiques. En réalité, il y a ce qu'on appelle un bruit aléatoire de la lumière, mais également du bruit du capteur, etc. Et donc, en prenant la totalité des photos et en les additionnant ensemble, on va avoir un effet de moyennage de ce bruit aléatoire, et qui va nous permettre justement de pouvoir aller récupérer des informations beaucoup plus ténues qui au départ n'étaient pas véritablement distinguables tant l'image était vraiment bruitée, et en fait on va pouvoir distinguer beaucoup plus d'informations sur notre photo. Donc la raison pour laquelle on va essayer de faire un grand nombre de minutes de pause dans notre série. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez contrôler la mise au point et passer sur une autre cible, mais surtout une fois que vous avez vraiment envie d'arrêter l'astrophoto, ne retirez pas votre boîtier, surtout pas. Nous allons devoir faire des fichiers de calibration. Ces fichiers de calibration vont nous servir à faire des corrections
d'exposition, notamment sur notre série de photos, et notamment corriger l'illumination des coins qui sont un peu plus sombres, etc., le vignettage, et ça va nous permettre justement de pouvoir exploiter nos photos au mieux. C'est une erreur courante chez les débutants parce qu'on s'imagine que c'est très compliqué. Non, c'est pas très compliqué, là encore c'est une petite gymnastique à prendre et ça viendra très vite. Ceci dit, il y a quand même un peu de théorie et donc j'aimerais pouvoir bien expliquer le truc, et donc je vous propose qu'on aborde ce sujet dans le prochain épisode, donc qui sera consacré au fichier de calibration, pourquoi, comment, et puis une première FAQ. Bien évidemment, dans la série de cette initiation à l'astrophotographie, il y aura d'autres choses à voir. On verra comment faire le pré-traitement, comment faire le traitement. On aura sans doute un épisode de FAQ, donc posez vos questions bien évidemment dans l'espace commentaire, et on parlera aussi de pas mal d'astuces, de perfectionnement des différentes techniques, etc. Là j'ai essayé de rester quand même avec un langage vulgarisé. Je suis conscient que c'est complexe, mais l'astrophoto, c'est si vous n'avez pas envie de rentrer dans la technique, achetez un Stellina ou un EV-Scope, c'est des super instruments qui feront tout seul. Mais l'astrophoto, c'est une discipline dans laquelle il va falloir bidouiller et dans laquelle voilà, il y a un petit peu de technique quand même. Mais l'objectif de mes épisodes, c'est justement de pouvoir vous donner accès à toutes ces informations et vous aider à bien démarrer. À propos des fichiers de calibration, faites attention également, il y avait des anciennes méthodes. En fait, quand on y regarde vraiment à tête reposée, on s'aperçoit que, et moi je viens de m'apercevoir que ça faisait des années que je ne faisais pas des fichiers de calibration comme il fallait faire. Donc, ce sera l'objet du prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un petit mot dans l'espace commentaire, à partager cet épisode autour de vous, en particulier si vous voyez des questions que nous avons abordées dans cet épisode. Alors par contre, ne balancez pas le lien comme ça sur Facebook ou dans les forums, accompagnez-le d'un petit texte explicatif quand même par rapport à la discussion en cours, sinon ce serait considéré comme du spam et je ne peux que donner raison aux administrateurs des différents groupes. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, je vous remercie de votre attention, merci, au revoir.